On ne va pas se mentir, ce soir avec nos invités, ils nous ont rejoints sur ce plateau et ils ont très envie de débattre ce soir. Sophie de Menton est là, bonsoir, présidente d'Ethique, qui va nous parler en fin d'émission de J'aime ma boîte, oui. Opération menée demain. Nous aurons le temps pour ça, ne vous en faites pas. On reçoit également Thierry Solaire. Bonsoir. Thierry. Député Les Républicains, Karim Zeribi. Bonsoir Karim, bonsoir. Fondateur du Club Nouvelle-France. Et Sandrine Bélier, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Grand Est d'Europe Écologie Les Verts. Et pas seulement tête de liste d'ailleurs. Vous avez d'autres fonctions à Europe Écologie Les Verts. J'ai été députée européenne sur la précédente mandature. Voilà, ex-députée européenne. Merci à tous les quatre d'être là. On va commencer par ce qu'on appelle désormais l'affaire Morano, avec les propos tenus par l'eurodéputé concernant la France qui serait un pays de race blanche, des propos qui risquent de lui coûter son investiture pour les élections régionales de décembre prochain. Après 4 jours de polémique, Nicolas Sarkozy a saisi la Commission nationale de l'investiture pour retirer à Nadine Morano cette investiture. Bon, ça se décidera la semaine prochaine. On écoute la principale intéressée qui répondait à nos questions en fin de journée avant de s'envoler pour Moscou. Je crois qu'apaiser, tout le monde devrait apaiser un peu, parce que franchement, heureusement que j'ai pas tué quelqu'un, parce que qu'est-ce que ça serait? Heureusement que personne n'a déposé plainte contre moi, tout va bien, quoi. Il faut descendre d'un cran. Je trouve que c'est dommage qu'on essaye de faire dire à mes propos que j'ai tirés, encore une fois, de la littérature, du général de Gaulle, un sens qui se voudrait, un sens que je n'accepterai jamais, c'est-à-dire la mise en cause ou l'inégalité entre les races ou l'acceptation d'une race par rapport à une autre. Je l'accepterai jamais. Si un jour on m'avait dit que parce que je citais une phrase du général de Gaulle, j'aurais à vivre une tempête pareille, je pense que lui qui nous voit là-haut, il ne doit pas comprendre. Information, Nadine Morano croit dans les forces des esprits, manifestement, comme François Mitterrand. Un petit peu plus sérieusement, Thierry Solaire, cette polémique a assez duré, d'après vous ? La polémique, elle est légitime. Nous, on a changé de nom, notre parti politique, il y a quelques mois. On s'appelle maintenant les Républicains. Ça crée polémique, on en a parlé souvent sur ce plateau. C'est un joli mot, les Républicains. Ça, c'est des propos qui ne sont pas républicains et qui insultent l'identité de beaucoup de Français, d'ailleurs à peu près de tous les Français. Parce que la France, la nation française, c'est rien d'autre que l'acceptation de valeurs communes. Et voilà, donc c'est une erreur historique. Et moi, je m'effraie un peu de voir parfois une forme de surenchère verbale, où les gens manient beaucoup de sujets dans un monde compliqué, dans une France compliquée. Où les Français et au sein de votre propre famille, alors. Bien sûr. Avec des mots qui, parce qu'il y a une forme de surenchère verbale, dépassent la raison. Ce sont des propos inacceptables. Alors maintenant, on a tous demandé à Nadine Morano de se ressaisir, et manifestement, elle ne se ressaisit pas, elle les confirme. Et voilà, moi, je ne peux pas être dans une formation politique où il y a des gens qui tiennent de tels propos, parce que ce n'est pas des propos de la droite française. On peut avoir des débats entre la droite et la gauche, on peut avoir une vision différente de ce qu'il faut faire pour répondre au sujet économique et également au sujet du vivre ensemble, ce grand mot dont on parle tout le temps, mais pas ça. Ça, c'est pas la droite républicaine. Vous semblez regretter un certain nombre de propos qui sont tenus. En même temps, est-ce que c'est pas ça la droite décomplexée dont parle Bruno Le Maire? Du tout. La droite décomplexée dont parle Bruno Le Maire, il ne parle pas de décomplexée d'ailleurs. Bruno, il propose, il souhaite incarner des réponses radicales pour avoir des résultats. Des réponses radicales, c'est pas les petits pains au chocolat et des grands amalgames et puis l'insulte d'identité. Les réponses radicales, c'est de dire clairement que l'État, il doit assumer ses missions régaliennes. La justice, la sécurité publique. Et que sur les sujets liés à l'immigration, on a des difficultés considérables en France depuis longtemps, pas que depuis 3 ans, à maîtriser tout cela. Le droit d'asile a été une procédure qui est complètement dévoyée aujourd'hui. Et si on veut avoir des résultats pour maîtriser, avoir une politique migratoire maîtrisée, il faut prendre des mesures concrètes. Ça n'a rien à voir. Là, quand Nadine Morano dit que la France, elle a des racines judéo-chrétiennes, c'est vrai. C'est une insulte à personne. Après, on peut le rappeler matin, midi et soir, et puis mal le prendre. Moi, je considère que c'est une réalité qui n'est pas un problème en soi. Quand elle dit que la France... on n'en est plus aux racines aujourd'hui dans l'histoire de notre pays. L'arbre a bien poussé depuis. L'arbre a bien poussé, et en tout cas, la France, ce n'est pas un pays de race blanche. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les races. La France, elle est multiple, elle est variée depuis toujours. Voilà, encore une fois, on est dans l'opposition, j'en termine par là. On a 2 ans devant nous, que chacun n'ait pas la même vision exacte de ce qu'il faut faire au sein de la droite républicaine et le centre-droit, c'est bien légitime. La primaire tranchera tout cela le moment venu. Par contre, pas de surenchère et de propos inacceptables. Sandrine Bélier. Moi, je me suis posé la question de savoir si Nadine Morano avait pété les plombs ou si elle nous montrait son vrai visage. Et dans les 2 cas, c'est particulièrement inquiétant.
Et j'ai regretté que son parti politique, qui s'appelle, vous le rappeliez à juste titre, Les Républicains, au regard de ses propos scandaleux, racistes, et pour le coup mettant en cause les valeurs républicaines et humanistes françaises, qu'on ait une réaction si tardive et qui manque autant de clarté. Dans un premier temps, silence radio. Et moi, je l'ai vécu dans le Grand Est, puisque Philippe Richert a été contacté, la tête de liste des Républicains pour le Grand Est. Il a refusé de répondre à la presse. Deuxième temps, on renvoie la question au national. Troisième temps, on arrive aujourd'hui, on nous dit oui, on va examiner le fait que Nadine Morano ne soit pas tête de liste en Meurthe-et-Moselle, et on le comprend. Hein. Aujourd'hui, sur le ponton du Conseil régional d'Alsace, on célèbre et on commémore les 50 ans de la mort d'Albert Schweitzer. Nadine Morano se revendique du général de Gaulle. Je pense qu'Albert Schweitzer doit se retourner dans sa tombe quand il entend de pareils propos aujourd'hui. Donc c'est évident que d'un point de vue électoral, si la tentative était de draguer un électorat d'extrême droite, en tout cas, la manipulation ne servira pas à une droite qui est plutôt humaniste sur le territoire d'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, et qu'on a commencé à comprendre que ça pouvait poser un problème. Et du coup, on a une décision en demi-mesure, on va la suspendre, mais le parti, au niveau national, refuse de la sanctionner et de sanctionner très clairement ses propos. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, j'ai entendu, ce sont des propos exécrables. Est-ce que ces propos sont tolérés, sont tolérables ou intolérables par l'ensemble des dirigeants du Parti républicain? Et dans ce cas-là, il faut être plus clair. Sans volonté de polémique, pour être précis, on a eu une condamnation de tous les leaders politiques, tous des Républicains, contre ces propos. Point 1. Point 2. Il y a le sujet parce qu'elle nous représente aux élections régionales et il y a eu la volonté de tout le monde, et notamment du chef de file bien sûr dans votre région, que Nadine Morano, si elle ne s'excusait pas et ne revenait pas elle-même sur ses propos, ne reste pas là. Point 3, elle est revenue ce matin dans les médias, tout le monde lui a tendu la main en disant Nadine, si tu as fait une faute de cas, eh ben, elle ne le fait pas, donc aujourd'hui on engage cette procédure-là. Alors je vois que Karim et Sophie ont très envie de réagir, je vais vous faire réagir, mais je voudrais quand même, petit rappel, qu'on réécoute, puisque manifestement ce terme de race blanche est celui qui cristallise toutes les passions. Ce que disait Nicolas Sarkozy en mars 2012, donc c'était pendant la campagne présidentielle, au moment où François Hollande parlait de supprimer le mot race de la Constitution. Écoutez. Le mot race a été écrit dans le préambule de 1946. Ici, on comprend que ce mot a été écrit avec le sang des Français libres, le sang des résistants, le sang des fusillés, le sang des déportés des camps d'extermination. Avec leur sang, on a écrit le mot race dans le préambule de 1946 pour que nul n'oublie jamais les millions de victimes de la plus grande entreprise raciste que le monde ait connue. Je ne laisserai pas effacer ce mot d'un document qui est un document sacré dans l'histoire de France. Alors Sophie, il y a des races ou il n'y en a pas? Fou, quelle question. Elle a été tranchée par les ethnologues, les anthropologues, hein. Et par les généticiens. On sait qu'il y a une race qui est la race humaine. Oui, évidemment. Mais ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de focalisation sur les mots qui finissent par sortir complètement de son contexte. C'est-à-dire qu'on prononce le mot race maintenant, c'est pas possible, c'est un mot tabou. Même si on met rien derrière et rien devant, on est raciste, si on prononce le mot. Donc ça, je pense pas que ça fasse avancer la cause. Je trouve ça assez beau, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Franchement, c'est touchant et ça se justifie aussi. Et je vois deux problèmes. D'abord, Nadine Morano est une madame sans gêne dont je désapprouve les propos depuis extrêmement longtemps. Ils sont juste d'une bêtise incommensurable, parce que c'est juste faux en plus. La France n'est pas un pays... Je mets entre parenthèses le mot race, j'ose pas le prononcer, on n'est même pas un pays blanc, c'est pas vrai. Donc on parle d'Afrique noire, blanc, on peut aussi oser prononcer les couleurs de peau, il y a des gens qui sont jaunes, enfin je veux dire, j'ose plus, j'ai l'impression que ça va être horrible ce qui va m'arriver. Oui, parce que là, non mais attendez, c'est très gênant, on peut plus. Autour de cette table, on est de quelle couleur exactement? Voilà, non mais c'est pas la question, il y a des couleurs de peau, il y a des couleurs de peau et c'est pas une question de race, vous l'avez dit. Donc ça, on peut le dire. Donc Nadine Morano a dit une énormité, c'est stupide. Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas ce qu'elle cherchait. Mais je suis très embêtée et il y a deux points qui m'ennuient. C'est que la réaction et les réactions qu'on a autour de cette phrase, qui en plus n'avait pas de sens.
finissent par obtenir, j'ai peur, l'effet inverse. Je pense que là, on est en train de donner des voix au FN. Parce qu'il y a des gens qui comprennent plus cette espèce de mayonnaise qui a occulté tous les sujets. Hein. On peut faire des déclarations, il peut y avoir une guerre, etc. Nadine On a Morano, monté... elle est candidate à l'investiture. Non mais d'accord. Alors, elle a été, c'est très bien. La décision a été bien prise, elle a été prise. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous dites comment ils ont mis tellement de temps à réagir. Attendez, c'était il y a 3 jours. Ils ont été abasourdis par cette déclaration, 4 jours. Ils ont été abasourdis par une déclaration, ce que je peux comprendre. Ils devaient être horriblement, gênés. Pas que Bruno Le Maire. Je veux dire, mais on est dans l'instantanéité telle qu'il faudrait réagir avant. Je veux dire, on peut 2 minutes attendre. C'est scandaleux. Ils l'ont dit. Elle a plus l'investiture. On va dire et on ça va à Manuel Valls arrêter de parler de cette énormité. La prochaine fois qu'il y aura une polémique et qu'on leur reproche de ne pas réagir assez vite. Karim Zeribi. Oui, je bouillonnais là. Mais n'explosez pas. Hein. D'écouter les uns et les autres, parce que au contraire, j'ai envie de dire, face aux propos scandaleux, totalement ahurissants de Nadine Morano, qui, de mon point de vue, une femme politique inculte et populiste au sens le plus médiocre du terme, parce qu'il y a des populistes intelligents quand même. Donc, mais elle, c'est une populiste qui est médiocre et inintelligente. Mais à part lui enfoncer la tête. Non, parce qu'il faut commencer par là, c'est pas mal aussi, parce que comme elle, c'est quand même une récidiviste, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Mais une fois que j'ai dit ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on rebondisse sur sa bêtise pour clarifier justement le débat autour de ces questions, des mots qui ont été utilisés, de ce qu'est notre pays, la France, de ce que porte la République comme valeur. Et en ce sens, je trouve que c'est intéressant de rebondir sur des propos scandaleux, mais pour apporter une lecture qui dépasse les partis politiques, qui dépasse le clivage droite-gauche, et qui doit dire que la France est une communauté nationale, communauté de destin, qui ne doit définir aucun Français par les origines, par la couleur de peau, par la religion, et qu'il y a une seule race, c'est la race humaine. Et qu'en dehors de cela, il faut vraiment reparler des valeurs républicaines, qui transcendent les racines des uns et des autres. Oui, évidemment, moi je dirais qu'il y a des communautés. Le nier serait une bêtise. Dire qu'il y a des communautés et vouloir éviter le communautarisme, c'est déjà effectivement expliquer la réalité de notre pays. Mais ne pas nier le rattachement de chacun à un lien naturel. Moi, je suis d'origine algérienne, il y en a qui sont d'origine italienne, espagnole, hongroise, arménienne, il y a des franco-français depuis de multiples générations. C'est ça la France. C'est ça la grandeur de la France. Pour ça que quand Sophie dit... des origines et pas des races. Exactement, des origines. J'appelle ça, moi, le lien naturel. Mais le lien naturel se transcende. Il se transcende par quoi ? Par des valeurs auxquelles, je dirais, on décide effectivement d'adhérer. Et c'est ça la communauté française, c'est ça la France, c'est la communauté de destin. Il faut le rappeler. Sophie, face au Front National, il faut surtout avoir ce débat-là. Et ne pas le nier, ne pas l'évacuer. On ne peut plus avoir de débat. Mais il faut l'avoir. On ne peut plus avoir de débat. Il faut l'avoir. On débat depuis lundi, on débat sur ce sujet. Le débat identitaire, moi, ne m'a jamais gêné. Jamais gêné. Oui, il m'intéresse parce que assez je suis sûr de mes fondations. Je ne comprends pas que la France s'intéresse autant à ce débat. Je veux dire, on en rajoute indéfiniment, c'est un non-sujet. Pas du tout. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Ça doit être un non-sujet. Et plus on en rajoute en disant qu'on est raciste dès qu'on ouvre la bouche, plus vous faites monter le Front National. Non. Moi, les Français savent très bien, ils sont plus intelligents que ça, les Français. Je ne crois pas que moi, on puisse dire que ce soit un non-sujet. Il y a en France des origines depuis très longtemps de notre République qui fait qu'on ne qualifie pas les gens en fonction de leur religion, de leurs origines. Voilà. Et on est de leur couleur de peau. On peut avoir un arrière-arrière-grand-parent au Sénégal. Quand on a son arrière-grand-père qui est mort au front à Verdun en 1914, on n'est pas moins français que quand on est depuis 50 générations né en Moselle. Voilà. Et la France, c'est ça, et ça a toujours été ça. Après, il y a un autre sujet, c'est que la France connaît de grandes difficultés, elle s'appauvrit, elle a du chômage de masse. Et deuxièmement, on a un sujet lié à l'immigration en France, parce que c'est notre histoire qui veut cela. Il y a aujourd'hui des vagues migratoires aux portes de l'Europe, on le voit tous les jours, qui posent difficulté, qui font peur aux gens. Et c'est l'histoire de ce pays depuis 200 ans. Mais c'est l'histoire de ce pays depuis 200 ans. Et on a aussi, troisième chose, des difficultés d'intégration de Français qui sont nés de parents français, souvent de grands-parents français, qui ont une crise identitaire, qui sont souvent habitants dans trouvons les mots, MAUX. Évoquons ces sujets. J'essaie d'avancer dans le bon sens, voilà. Et ce que je ne veux pas, sérieusement. Ce que je ne veux pas, moi, c'est que la droite républicaine, elle fasse autre chose que d'apporter des réponses concrètes conforme à sa tradition pour régler les sujets, et pas autre chose. Enfin, la gauche aussi, c'est pas une question de droite et de gauche. Un mot de Sandrine Bélier. Moi, je pense que le débat, il est intéressant qu'on l'ait sur... Il est fondamental. Sur les mots, sur aujourd'hui ce qui crée les valeurs. Les différences, ce qui crée les peurs.
ce qui amène les populations qui sont, comme vous l'évoquiez, en effet, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de la fin du mois, à être dans des positions de repli et de rejet de l'autre. Ce débat-là, on doit l'avoir, mais je crois aussi que vu la situation de crise que l'on connaît dans notre pays, on n'a plus le droit de laisser passer des propos tels que ceux que Nadine Morano a portés. Il faut surtout dire qu'on peut être fier d'être français. C'est à la fois fier de ses origines. Et qu'on ne peut pas. Moi, je ne crois pas que ce soit de ne rien dire qui laisse monter le Front National. À l'inverse, je crois que c'est à force que ça devienne et qu'il y a une petite musique qui laisse entendre. Une musique. On l'entend. C'est un orchestre. Qu'on laisse cette petite musique et que ce soit la banalité et qu'on banalise ce type de propos. Mais non, il ne faut pas banaliser. Mais est-ce qu'il faut en faire cette espèce de... Je veux dire, on ne parle plus que de ça. Le reste n'existe pas. Ça blesse des gens. On en parle mal, Sophie. Ça blesse des millions de personnes. On en parle mal. C'est ça le problème. Il faut en parler comme il faut. Mais personnes et pas seulement des gens qui ne seraient pas d'accord. Ça a blessé énormément de personnes. Et en plus, c'est le parti républicain qui s'est renommé. Et c'est ça l'ironie. Parce que ce sont les principes républicains même de la Constitution. Rejette cette idée. Tous les jours, on va avoir ce type de scandale. S'il vous plaît. On va avancer un tout petit peu. On va devoir s'interrompre pour la pub. Je voudrais que juste avant la pub, on écoute quand même encore un peu Nadine Morano. Je disais qu'elle partait à Moscou tout à l'heure. C'est pour participer à un colloque international. Elle ne s'excuse pas. Elle dit qu'elle n'est pas atteinte par cette polémique. Mais quand même, quand on l'écoute, on se demande si elle parle vraiment de ce dont elle parle. Écoutez, vous allez mieux comprendre. Il faut savoir que sur le secteur de l'hôtellerie, on a une chute de près de 50% des nuitées sur Paris de clients russes. Donc on est très impacté. Et quand vous allez à Moscou, vous ne trouvez plus de camembert français, ni de parmesan italien. Donc il faut que tout ça là aussi, ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Je ne suis pas sûre qu'elle parlait du fromage et du camembert et du parmesan. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve ensuite pour parler des propositions économiques de Nicolas Sarkozy. On va élever un peu le débat. Pas sûr. On revient avec nos invités en deuxième partie dont on ne va pas se mentir sur les propositions de Nicolas Sarkozy dans une longue interview accordée à nos confrères des Échos ce matin. L'ancien chef de l'État, président du parti Les Républicains, pas encore candidat à l'investiture du parti en 2016 pour la présidentielle de 2017, considère que notre pays est désormais le seul parmi les principales économies européennes à ne pas connaître de baisse du chômage. François Hollande ne cesse d'annoncer que la reprise est là, alors que les chefs d'entreprise et plus largement les Français ne constatent aucune amélioration tangible. Il revient sur la question du dialogue social qui, selon lui, n'existe pas en France. La négociation sociale doit désormais se dérouler d'abord dans les entreprises plutôt qu'au niveau de la branche ou au niveau confédéral. Et puis il parle également des votes qui peuvent être organisés dans les entreprises. Par exemple, le vote de Smart, mais à condition, dit-il, que s'il y a une modification du temps de travail hebdomadaire, eh bien que chaque heure travaillée soit payée, ce qui n'est pas le cas. On le rappelle, de l'accord intervenu dans l'usine Smart dont vous a parlé la semaine dernière. L'ancien chef de l'État qui fait également des propositions sur la dégressivité des allocations chômage après 12 mois de perception de ces allocations. Une reprise en main de l'Unédic ou encore un recul de l'âge de départ à la retraite. Alors, j'ai fait un petit tour rapide de ces propositions. Elles sont encore plus nombreuses que cela. Sandrine Bélier, je disais avant la coupure pub, on va élever le niveau du débat. Vous n'aviez pas l'air très convaincue de cela. Pourquoi ? Parce que j'ai lu avec attention cette interview de Nicolas Sarkozy dans Les Échos. Et je n'ai rien trouvé de nouveau par rapport à ce qu'il a pu porter en 2012. Je n'ai rien trouvé de nouveau que ce qu'il a pu tenter de mettre en œuvre après 2008 et la crise financière et qui finalement n'a apporté absolument aucune solution. Je me suis même dit à un moment, et vous m'excuserez, d'utiliser c'est une formule en cyclisme. Je me suis demandé dans quelle mesure il suçait pas la roue d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y avait des choses qui étaient assez similaires dans les prises de position de ces dernières semaines. Et puis surtout, la grande déception, mais on en parlera aussi sur les déclarations de Manuel Valls, c'est que là, on a des schémas politiques et on s'appuie sur un modèle économique qui est celui du 19e, du 20e siècle, sans prise en considération des impératifs comme le changement climatique, où même la Banque mondiale nous dit que les modèles économiques d'avant vont exploser. Ils ne marchent plus, on va droit dans le mur. Et je n'ai absolument rien
de nouveau dans les propositions de Nicolas Sarkozy qui me permettent de penser qu'on va avoir de la création d'emplois, qu'on va avoir de l'investissement qui permettra aux entreprises de se développer. Il n'y a rien en matière de transition énergétique, il n'y a rien en matière de relocalisation de l'activité. Bref, c'est une proposition... Vous n'êtes pas convaincu? Surtout, absolument pas convaincu. Grand soupir de Sophie de Menton à l'écoute de Sandrine Bélier. Oui, parce que c'est pas une question de la personne, ni de l'homme, ni de savoir qui j'aimerais voir à la tête du pays. Je crois que objectivement, je ne changerai pas un mot au programme qu'il a donné aujourd'hui dans les Échos. Je pense qu'il a. C'est vrai que c'est pas très nouveau. Alors, vous avez raison. Je voudrais juste aller au bout de ça. Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas été fait. Donc, en l'occurrence, il y a, et vous avez raison en disant qu'il rejoint par certains points Emmanuel Macron. Oui, c'est dommage, mais il ne vous échappera pas que la France a beaucoup changé, que le pays est prêt à des réformes peut-être pour lesquelles il n'était pas prête, qu'il a essayé, qu'il n'a pas forcément fait Nicolas tout bien. Sarkozy a été élu trop tôt. Qu'il n'a pas fait tout bien. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il dit, on est tous, tout le monde converge vers ce programme qu'il a annoncé. Vous avez raison sur le changement absolu de modèle. Ce changement absolu de modèle, la France est bloquée aujourd'hui, on n'y arrive pas. L'ubérisation. Attendez, je finis, je vous ai laissé. L'ubérisation, avec le Grenelle de l'environnement, oui, non, mais dont il n'a tiré aucune conséquence. Mais, attendez qu'il ait lieu. Mais il a eu lieu sous Nicolas Sarkozy. Je pense au COP 21, excusez-moi. Je pense au prochain COP 21. Je pense à tout ce qui va être mis en place et qui, j'espère, fonctionnera. Je suis tout à fait d'accord. Le modèle économique, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas de décider qu'il va se passer quelque chose. C'est que les entreprises et les conditions... Voilà. Donc vous dites, comme François Hollande, qu'il faut juste attendre qu'il ait des résultats. Pas attendre. Maintenant, parce que c'est pas en un claquement de doigts que ces mesures vont porter leurs fruits. C'est terrifiant car aucun Français ne croit plus à un programme. Il faut faire. Karim Zeribi. Il faut faire aujourd'hui. Mais Sarkozy a raison dans ce qu'il propose. Il a raison. Si vous soutenez les entreprises, il y a juste une chose qui manque dans ce programme, et à droite comme à gauche, c'est notamment le transfert de la fiscalité aujourd'hui sur le travail à une fiscalité écologique. Bon. Karim, j'y crois pas. Si on peut en placer une, ce serait pas mal. Oui. Moi, Sophie, la difficulté que j'ai avec des gens comme Nicolas Sarkozy ou François Fillon... Je ne parle pas de la personne, je parle du programme. Mais je ne vous parle pas de la personne, je vous parle quand même de ce qu'il nous propose aujourd'hui. La première action que j'ai, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait hier. Oui. Non mais c'est pas oui. Mais une fois qu'on a dit ça, Hollande aussi, personne ne sera réélu, alors il faut tous les virer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont neufs en politique et qui ont le courage de leurs idées. Bruno Le Maire à droite est quelqu'un qui a le courage de ses idées et qui a préféré se faire siffler dans une salle de cas droite pour pas dire ce que la salle avait envie d'entendre. Il pense la même chose que Nicolas Sarkozy sur le programme. Cette façon de faire de la politique m'intéresse. Ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a rien de révolutionnaire et d'audacieux, à mon avis, dans ce que propose Nicolas Sarkozy. C'est bien là le problème. Donc, il reprend des vieilles recettes. Et il les repropose comme on le repropose à chaque échéance électorale pour expliquer à des corporations, d'un côté les chefs d'entreprise, de l'autre côté, qu'on va effectivement s'occuper d'eux. Moi, il y a un point sur lequel je suis d'accord, parce que je pense qu'il faut savoir aussi transcender le clivage. C'est le dialogue social au plus près des territoires, au plus près de l'entreprise. Je pense que le dialogue social qui descend d'en haut, qui surplombe les entreprises, avec des branches différentes, avec des réalités territoriales différentes, c'est fini. Il faut aujourd'hui ramener ça. Mais je suis aussi pour la syndicalisation obligatoire. Parce que si on veut avec un dialogue quel social... syndicat? Ah oui, obligatoire, je suis d'accord. On va en parler dans une petite minute des syndicats. Que des salariés mobilisés. Thierry Solaire. Bon, au fond, qu'est-ce qui fait consensus à droite, chez la majorité des responsables des Républicains? C'est on a du chômage de masse massivement, et que si on veut qu'il y en ait moins, il faut qu'aujourd'hui le Code du travail soit un facteur qui favorise la création d'emplois et pas une barrière de contrainte pour empêcher les employeurs d'employer les gens. Et en France, on le voit, plus de 80% des gens embauchés l'année dernière en France, c'était des CDD. Donc, en clair, embaucher durablement des gens, il faut changer tout ça. 2, on a un coût du travail qui est très élevé, il faut donc recentrer l'État formidablement. 3, c'est là où Sophie de Menton a raison, on ne l'a pas fait. Il y a les 35 heures qui ont été à l'époque un marqueur qui n'a pas été remis en cause suffisamment par la droite. Et puis c'est 320 000 créations d'emplois. Et enfin, les 35 heures. il y a la durée du travail, c'est-à-dire l'âge de départ en retraite. Tous les autres pays européens ont allongé l'âge de départ en retraite. On vit beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Ne pas le faire, c'est continuer à avoir des régimes de retraite déficitaires. Voilà ce que je peux vous dire
Sur ce point. Vous savez, quand on se rend compte que les invités autour de cette table font les mêmes réponses que la semaine d'avant, ou que le mois d'avant, ou dernière rassurant, quelque proposition, part. Ça veut dire qu'on ne change pas la vie toutes les semaines. vous ne changez pas d'avis, mais ça veut peut-être dire effectivement qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau dans cette Mais comment est-ce que vous voulez avoir du nouveau toute la journée? Il y a des règles de base pour qu'un pays marche. non. Tous les autres pays l'ont compris. Non, on peut tirer les Les leçons autres des pays échecs. sont en pleine croissance, ont moins de chômage. Ils ont pris les mesures qui Aujourd'hui, s'imposaient. la Nous baisse pas. des charges, moi j'y suis favorable pour les entreprises. C'est bien. Sur contrepartie. Et ces Ça contreparties veut ne pas sont dire jamais grand-chose. claires. Mais ça veut Tout rien employeur a envie de dire. baisser les charges pour augmenter les salaires, pour embaucher. Mais il faut que ce soit écrit, gravé dans le marbre. On a baissé les charges depuis 30 ans sans qu'il y ait eu de On a conséquences. les charges les derrière. plus élevées Mais si, en Europe. la réalité, Les c'est plus ça. élevées Analysez toute d'Europe. la politique de baisse Ah, des charges. c'est pas vrai, Elles n'ont jamais été Je vous promets. conditionnées par des contreparties. On a Regardez la le crise coût des du éleveurs. travail le plus élevé. Regardez les éleveurs. Solaire. Produire En un mot. 1 kilo de porc en France, en Allemagne ou en oui. Espagne, le coût du travail, Ouais. c'est 30% de plus que les Allemands, 40% de plus que les Espagnols. Voilà. Ça, je vous jure, c'est pas vrai. Et je vous dis pas que c'est que la gauche. Je vous dis, culturellement, on fait le choix des statuts en France. On a un niveau de dépenses publiques considérable, donc un niveau de charge considérable. Et à cause de ça, on n'est pas compétitif. Oui, Oui, et on mais a aussi formidable un amortisseur transition. social. On a un Stop, amortisseur stop, social stop, qui stop. ont basé C'est fini. pendant la crise. C'est fini. Formidable Pendant la crise. transition de Thierry Solaire que je Je vous remercie. Sur la question des statuts et du statut des fonctionnaires. Écoutez ce que disait Manuel Valls ce matin, invité de nos confrères de France Inter, à propos de cet accord de modernisation du statut des fonctionnaires qui est approuvé par 6 syndicats sur 9, d'après le Premier ministre, et qui sera donc mis en œuvre. Écoutez-le. Nous sommes face à une situation inédite. Et donc, face à une situation inédite, il faut sans doute une décision exceptionnelle. 6 syndicats sur 9, qui sont représentatifs de la fonction publique, ont dit qu'ils signeraient l'accord. 3 ont annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Les 6 sur 9 représentent 49% des fonctionnaires. Je reconnais que ça ne fait pas 50%. Dans la fonction publique de l'État, qui représente pratiquement la moitié des fonctionnaires, les signataires sont très largement majoritaires, c'est-à-dire 59%. Eux ont pris leurs responsabilités, moi je vais prendre les miennes, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec Marie-Lise Lebranchu que l'accord approuvé par 6 organisations syndicales s'appliquerait à l'ensemble des fonctionnaires. Marie-Lise Lebranchu, qui sera d'ailleurs l'invitée d'Olivier Galzier et de Soisic Boisard dans le 22 minuit d'ITélé. Bon, voilà, cet accord, dit le Premier ministre, il n'est pas approuvé par certains syndicats, mais il sera quand même appliqué. Voilà, ça va dans le bon sens, Sophie. Je ne crois pas que ça aille dans le bon sens, parce que là non d'abord... plus. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire Caramba, que encore je raté. pense qu'il n'y a pas de dialogue social en France, et il vient de le constater. Donc, Il dit a- aussi qu'il croit dans le dialogue social. Il y croit, mais c'est la malheureusement, preuve que le dialogue tout le social monde existe. aimerait y croire. D'ailleurs, je suis d'accord avec Karim Zerebi. Je pense que pour arriver à y croire, il faut qu'il y ait une syndicalisation obligatoire, parce qu'avec les syndicats qu'on a actuellement, on ne peut rien faire. C'est pas la peine, ils bloqueront la France. Bah, si, la preuve, il y a cet La accord preuve, il est sur la Premier réforme du ministre et statut il est des passé outre, fonctionnaires. il a pas eu, il a passé outre l'opposition de certains Pas les syndicats. 50. Je veux dire, il a passé outre et il a bien 6 fait. syndicats sur 9 sont d'accord. Oui, mais en voix, il était c'est 49%. minoritaire. c'est Dans ce la qu'il dit représentativité. effectivement, mais dans la Minoritaire. fonction d'État, 59%. La fonction d'État qui est la plus représentative, enfin la plus Il a représentée. arrangé ça comme il voulait. Et en après effectif. tout, de toute façon, ça Bon. change tellement peu de choses qu'il va se passer. Ah, moi, j'y comprends plus rien. D'habitude, vous défendez Manuel Valls. J'y comprends plus rien. C'est fini moi. ça, c'était avant. On rentre en C'était avant. campagne là, on est en campagne, Sophie Je aussi. défends mes idées. Alors, on va Ceux qui écouter les portent. Sandrine Bélier à propos de Manuel Valls. Moi, je considère que oui, là, c'est un échec du dialogue social et que on a beau, il y a des réformes qui sont nécessaires, mais si elles sont pas faites dans le dialogue, si elles sont pas acceptées par le plus grand nombre, si on n'arrive pas à mener de la concertation, elles se dérouleront pas bien. Et que ce soit là, dans ce cadre-là, de la réforme de la fonction publique, que ce soit dans le cadre de la réforme de la décentralisation avec cette nouvelle région, finalement, on a imposé au forceps un certain nombre de réformes et de changements qui ne sont compris par personne et qui, à partir du moment où il n'y a pas l'acceptation du plus grand nombre, qui auront les plus grandes difficultés à être mises en œuvre. Et on en ressort avec une insatisfaction généralisée. Il y a eu 1 an de discussion pour obtenir. C'est court 1 an, parce qu'on parlait du rythme. Ah, mais quand on pense des politiques, et des politiques telles que celle-ci, qui engagent le long terme, vous prenez d'autres pays, et si on prend des pays voisins, comme la Suisse, il y a des processus et des processus de changement qui demandent du temps. La réforme territoriale, par exemple, et la décentralisation auraient certainement demandé beaucoup Mais plus on est en de temps. retard surtout. Karim Mais on Zeribi. n'est pas en retard, surtout Moi- c'est inexact. Karim On n'est Zeribi. pas en Je retard, emploie une surtout à l'échelle de l'Union formule européenne. qui, j'espère, sera comprise. Le dialogue social, autant que nécessaire, la prise de décision politique,
autant que possible. Parce que je crois que, malgré le dialogue social, ça n'exonère pas les politiques en responsabilité, élus par le peuple français, de prendre des décisions pour réformer le pays si on pense que ça va dans le sens de l'intérêt général. Ça veut dire qu'on fait là, Manuel Valls. Oui, et c'est pour ça que j'ai mal compris. Et c'est pour ça que même si on a 49% de représentativité, à partir du moment où on a laissé le temps au dialogue, il est temps aussi de trancher. Gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi décider. Et dans notre pays, on fait toujours des réformettes. On prend toujours des mesurettes. C'est une réformette, ça. Et moi, j'ai envie de dire, quand il y a un pas en avant, n'en demandons pas 10, prenons ce pas. Mais prenons-le sans faire de politique politicienne. Et aujourd'hui, je pense que le statut des fonctionnaires doit être modernisé, réformé. On commence, ça avance, ça va dans le bon sens. Moi, je pense que tout est trop long. Que la légitimité politique, elle doit permettre de dire les choses clairement pendant les campagnes et de les faire au lendemain. Ce que je dis. Que la fonction publique, ça compte. Moi, je suis favorable à un statut des fonctionnaires. On doit garantir la sécurité de l'emploi des gens qui ont certaines missions. Je pense que par contre, on n'a pas à le donner à tous les agents actuels de la fonction publique. Ça ne se justifie pas. Je pense que quand vous êtes dans la fonction publique territoriale, vous êtes embauché comme comptable dans une mairie, il n'y a pas de raison que vous ayez un statut, alors que la personne embauchée pour le même job que vous dans l'entreprise d'en face n'en a pas. Le premier ministère à réformer, c'est Bercy. Macron devrait s'occuper de son ministère. Voilà, et de parler des autres. Mais oui, c'est une réalité. Et je pense que voilà, de les gens se désespèrent de tout ça. Je pense qu'on crée une France à vraiment deux vitesses, entre ceux qui ont des statuts de fonctionnaires, ceux qui ont des emplois dans les grandes boîtes en CDI, et puis tous ceux dont je viens de parler, les 80% qui ont été embauchés l'année dernière que en CDD. Et que ça va pouvoir durer. Et moi, je serais favorable à un statut assez unique, au fond, où on acquiert des droits en fonction de la durée dans l'entreprise, qui me paraît légitime. Et puis, il faut surtout ne pas mélanger l'hôpital public, la justice, la sécurité. C'est faire attention... Formidable transition, pardonnez-moi. Voilà, faire attention au métier de l'éducation, de la santé, de Karim Zeribi. En 2016. Karim Zeribi. Ah, c'est pas moi, là. Qui remporte le pompon cette fois, parce qu'il nous fait une belle transition sur Emmanuel Macron. Manuel Valls s'est aussi exprimé à propos de son ministre de l'économie, son iconoclaste ministre de l'économie. Ne comptez pas sur lui pour dire du mal d'Emmanuel Macron, mais les déclarations des uns et des autres dans la presse, les règlements de compte entre ennemis, ça commence à lui courir sur la horte. Pas perdre de temps dans de faux débats. Ce qui est vrai, c'est que les ministres doivent se considérer comme faisant part d'un pack, d'une équipe, et chacun doit travailler, et le commentaire sur tous les sujets n'a aucun sens. Les Français attendent du gouvernement, et bien sûr du chef du gouvernement, qu'il soit pleinement concentré sur leurs attentes. Voilà, bon, ça c'est dit. Macron, c'est un commentateur, de toute manière. Hein. Il est plus dans le commentaire que dans l'action, ce garçon. C'est déjà ça, parce que comme il n'y a pas de pouvoir pour agir... Non, je suis désolé, je pense qu'effectivement, il fait des déclarations qui sont pas claires, qui troublent la politique qui est menée et qui clarifient rien du tout. Alors, le débat, oui, mais pas de la manière dont Macron le mène. Il joue une carte personnelle, ce garçon. Non, il est très individualiste. Peut-être qu'à Rothschild, on gère sa carrière comme ça, mais pas dans un gouvernement. C'est une vraie question, par contre, bien que c'est très facile de dire ça. La vraie question est, faut-il... Déjà, il n'a pas de pouvoir d'action réel. Ah bah c'est le ministre de l'économie quand même. Ministre de l'économie. En 10 secondes, Sophie. En 10 secondes. Je pense qu'il est en train de faire prendre conscience aux Français qu'il y a une communauté d'idées sur des réformes à faire. Et que donc, le fait qu'il parle peut-être de façon gênante pour son propre gouvernement est quand même une façon de faire avancer les choses. Alors, c'était il y a 2 jours. 2 jours. Un siècle en politique. François Hollande, à la tribune de l'ONU, lançait un appel à la mobilisation générale pour sauvegarder le climat. Écoutez-le. François Hollande, qui arrive. N'échappe pas à cette règle qui veut que lorsque l'on est le pays hôte, on doit faire mieux que ses invités, ou en tout cas aussi bien. J'annonce ici que nos financements annuels, les financements annuels de la France pour le climat, qui sont de 3 milliards d'euros aujourd'hui, dépasseront 5 milliards en 2020. Quelques minutes. Bon, alors là, c'est plutôt faites ce que je dis et pas ce que je fais. Nouvelle formule, puisque ça c'était il y a 2 jours. Et présentation du budget avec le projet de loi de finances de 2016 ce matin. Qu'apprend-on à 2 mois de l'ouverture de la COP21 à Paris, que le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie voit baisser son budget d'une centaine de millions d'euros. C'est peu sur 6 milliards et demi d'euros peut-être, mais bon, c'est quand même un symbole. Et d'ailleurs, ce ministère est aussi celui qui perdra le plus d'emplois avec 671 postes en moins. C'est plus qu'en 2014 et plus qu'en 2015. Bon, le ministère compte 30 000 emplois. Sandrine Bélier, réaction.
Ben oui, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et là, c'est une déception, parce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a un véritable engagement dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, il faut y mettre les moyens. Et c'est dans le cadre de la diminution du budget du ministère de l'écologie, mais dans les mesures. On attendait des mesures dans la loi de finances de 2016. Par exemple, de reprendre notamment les investissements sur la mobilité durable pour accompagner les collectivités territoriales sur les transports collectifs qui sont moins émetteurs de CO2. On attendait, et pour encourager les économies d'énergie... Pour dire les choses clairement, arrêtez d'acheter, comme Huchon l'a fait en Ile-de-France, des bus au diesel, là, comme des dingues, chaque année. On attendait une convergence de la fiscalité sur l'essentiel diesel. Toujours pas, et au moins pour aboutir en 2020 à une taxation identique, d'instaurer un malus sur l'achat des véhicules diesel, ou encore, et ça c'est une vraie mesure... Si on fait la liste des déceptions des écologistes, c'est pas les déceptions, là, c'est vraiment les mesures, et je vais en donner une dernière, qui ont un impact et qui permettrait qu'il y ait une cohérence avec le discours du président. Sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui particulièrement créatrices d'emplois, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine industriel, on a besoin, et ça a été inscrit dans la loi de transition énergétique, d'une trajectoire sur l'augmentation de la contribution climat-énergie. Et ça méritait qu'elle soit inscrite dans la loi de finances pour qu'on arrive aux engagements tels qu'ils ont été pris dans une loi ordinaire pour 2020 et donc pour 2030. on en est loin. J'ai pas compris grand-chose. Karim Zeribi. Moi, je vais essayer de vous dire les choses très clairement. Je crois que la COP21, qui est un enjeu planétaire, ne dépend pas du budget qu'on accorde au ministère de l'écologie en France. Je vous le dis très clairement parce que je crois qu'au contraire, c'est une politique qui doit dépasser effectivement le cadre des ministères, qui doit être globale, transversale, transnationale, donc qui doit être menée. C'est le rapport Nord-Sud, c'est le fonds vert qu'on attend, c'est effectivement la capacité d'expliquer qu'on peut concilier écologie et économie, créer des emplois, donc faire en sorte que nous puissions avoir une croissance verte. Moi, je ne suis pas un partisan de la décroissance, je suis pour une croissance verte, donc je suis pour qu'on ait une démarche économique beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus noble, mais encore une fois, le problème c'est que ni les écologistes et ni les autres n'en parlent de manière à la fois ambitieuse et attractive. On pense que l'écologie, c'est la contrainte, c'est la punition. C'est faux. L'écologie, ça peut être la solution. Et aujourd'hui, oui, mais je dis ça peut être parce qu'aujourd'hui, personne ne porte dans le débat public l'écologie comme étant la solution. Sinon, les Français y adhéreraient et le Parti écologique serait effectivement le premier parti de France. Il devrait être le premier parti de France. Les entreprises sont très innovantes en la matière. Les entreprises sont très innovantes. On parlait de l'État, là. Oui, je sais, mais elles pouvait avoir un peu moins d'État. Les entreprises sont plus offensives que l'État. On va laisser parler Sophie de Menton. On pourrait aller plus loin. Et je suis assez d'accord avec Ségolène Royal qui disait qu'elle ne voulait pas une écologie punitive. Je pense que mais les taxes, les engagements, les dépenses de l'État, on n'a pas d'argent. Vous voulez forcément qu'il y ait des... Mais je le redis, ce n'est pas de nouvelles taxes. Quand on parle de taxer moins le travail. Transfert de fiscalité. Et d'avoir un transfert de fiscalité, c'est-à-dire qu'on taxe le négatif et qu'on arrête de taxer le positif. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. De la fiscalité mais il y a écologique. une masse monétaire du coup. On est en train de creuser contre notre dette, même si elle diminue un petit peu. On est très content parce qu'elle a diminué un peu. On creuse notre dette. Nous ne pouvons pas soutenir les dépenses de l'État et le rythme actuel de l'économie française. Vous savez, la dette, elle va s'aggraver parce qu'il y a une dette écologique qui est en train de se créer. Thierry Solaire, en 20 secondes. En 20 secondes... Oui, c'est vrai que l'environnement, ça commence à bien faire, ça prend 3 secondes. Voilà, on voit que le sujet vous passionne. Non, vraiment, moi je pense vraiment qu'on doit avoir une vision de l'écologie pas du tout négative et contraignante. Je pense qu'il faut prendre des mesures très concrètes, que c'est pas de gauche ou de droite. Je vois bien qu'il y a toujours la tentation, la gauche comme la droite, quand il y a la décroissance et les problèmes budgétaires, de renier sur des budgets. Voilà, des paroles et des actes. Voilà, il y aura la conférence à Paris au mois de décembre, à Paris en Ile-de-France. La région, madame, que vos amis verts gouvernent depuis 17 ans, elle a, avec les socialistes, elle a acheté des bus au diesel tout le temps. Alors que, pardon, ça existe aujourd'hui des bus électriques et des bus qui ne sont l'écologie, ce sont des actes plus que des mots. Ce que fait Jean-Louis Borloo avec sa fondation est peut-être plus intéressant que les États. Il nous reste très peu de temps. Agir aussi sur notre territoire et pas seulement s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Allô la Terre, ici la Lune. Où sont les Verts? Je voudrais quand même une réaction très rapide au départ. Où sont les Verts? Ils ne sont pas Europe Écologie en tout cas. Une réaction très rapide au départ de Barbara Pompili, qui était adhérente des Verts depuis 15 ans et qui dit: j'ai très mal vécu
le choix de 274 militants de ma région, une stratégie de division de la gauche. Cette stratégie risque de nous orienter vers une victoire du Front National. Elle a été validée au niveau national par mon parti. Elle en tire donc non pas les conclusions, non pas les enseignements, mais les conséquences en quittant Europe Écologie Les Verts. Une réaction super rapide. C'est tout à son honneur. De Sandrine Belli. Alors on a celle de Sophie de Menton. Je dirais que c'est une décision personnelle. Moi, ça m'attriste. Et puis après, comme en amour, et c'est en train de se révéler, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah, bon, ben voilà, ça c'est rapide aussi, très rapide. Tous les partis politiques sont traversés par des crises de doctrine. Les écologistes n'y échappent pas. Je pense qu'il y a les écolo-gauchistes et les écolo-centristes. Il fallait effectivement que cela éclate. Et moi, je crois qu'il non, moi je ne veux pas trop juger ce qui se passe à Europe Écologie, mais Nadine Morano a volé la vedette au départ de Barbara Pompili de ce parti. Donc, Alors, il nous reste 10 secondes pour parler de J'aime ma boîte. Opération menée par Éthique demain dans les entreprises, et d'où le badge de Karim Zeribi. Voilà, qui dit que les hommes de gauche aiment l'entreprise. Et puis, Madame Sophie de Menton. Aujourd'hui, il faut dire que l'entreprise n'est ni de droite ni de gauche. Il faut dire que la CFE-CGC est partenaire. C'est fini. Ça, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Je suis désolée. J'ai même pas le temps de vous montrer l'image de James Dean. Aujourd'hui, c'était les 30 ans de la mort. Voilà, à l'Est d'Éden. On voulait vous montrer cette image. On se quitte dessus. Au revoir. À demain.